Donc, je me prénomme Olivier, indicatif Foxtrot 4 Hotel Tango Bravo. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter en gros le WebSDR qu'on a à Strasbourg, donc, qui s'appelle F4KJ. Alors, les questions auxquelles je vais vous répondre très rapidement dans cette présentation, c'est en gros pour qui, pourquoi, comment, tout ce qui est un peu basique. Si je rentrerai pas trop dans la technique vu le temps qui me reste, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc du coup, je vais vous présenter l'équipe. Donc le projet, il a commencé à peu près en 2014-2015 par un cher OM qui s'appelle Arnaud, F6BZG, qui est un peu entre guillemets aussi mon parrain dans le monde du radio amateur et qui m'a un peu tout appris et qui m'a permis de me lancer là-dedans. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. C'était une personne qui avait fait beaucoup dans l'expérimental, sur les longues ondes, etc. Sur le 6 mètres également. C'est un peu pour ça que vous retrouvez ces bandes-là sur le WebSDR. Donc du coup, vous avez aussi nos hébergeurs, qui sont F8Z et F4 HLF, que vous connaissez chez Batima. Donc le projet, il est actuellement hébergé chez Batima. Vous avez Phil que vous voyez juste ici, qui me file, sans faire de jeu de mots, beaucoup de coups de main au niveau de l'installation et de la mise en place. Et donc également moi pour le coup, qui suis un peu plus dans le développement, un peu plus numérique, un peu plus informatique. Voilà, alors F4KJ en gros qu'est-ce que c'est? Alors c'est un WebSDR. Donc un WebSDR, je vais vous expliquer, je vais revenir après plus en détail. En gros, ça vous permet de voir un waterfall, de pouvoir écouter une bande, etc. Sur une page web, donc pas besoin de système, vous vous connectez sur Internet avec votre navigateur, vous allez sur l'adresse et vous pouvez voir un certain nombre de choses dans ces bandes. C'est un système de décodage aussi un peu 24 heures sur 24. Donc en gros, il y a des choses que vous ne voyez pas, mais en backstage, on alimente les beacons. Alors le C-double, on l'a un peu enlevé en latence. On va le remettre un peu plus tard, mais à l'heure actuelle, on fait beaucoup de Whisper et FT8. Bon, c'est un peu plus à la mode aussi. Techniquement, ça consomme aussi moins de ressources. C'est pour nous aussi une plateforme d'expérimentation parce qu'on a fait un gros travail sur l'antenne, notamment tout ce qui est mini-whip, vu l'environnement dans lequel c'est. Et c'est un peu aussi une plateforme de découverte finalement parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà des radios amateurs, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent visiter. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un WebSDR? Ça ressemble à peu près à ça. Je suis désolé de la qualité de l'image. Mais en gros, vous voyez ici, vous avez un waterfall par tronçon de bande. Vous avez différentes options ici qui vous permettent de vous déplacer soit en fréquence, soit de sélectionner le mode de réception audio, parce que finalement vous voyez le spectre, mais vous recevez aussi de manière auditive. Vous avez aussi un indicateur ici, un S-mètre. Alors vous ne voyez pas très bien ici le curseur, vous avez un curseur sur lequel vous vous déplacez finalement dans la bande, et sur lequel vous recevez finalement l'audio. Voilà. Ici, il y a quelques options de ce côté-là qui permettent plus ou moins de zoomer. Vous pouvez basculer le waterfall en mode spectre également, pour ceux qui y sont plus habitués. Alors du coup, donc, je vous parlais un peu avant des outils. Effectivement, vous pouvez aussi aller sur la page, notamment sur le 6 mètres, on a mis un lien qui vous permet de vous connecter et de voir le décodage en temps réel du FT8. C'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche et dans laquelle vous voyez défiler en temps réel, comme dans WJTX, tout le FT8 qui est décodé. Donc ça va t'afficher sur la page les stations qui sont décodées? Tout à fait, tout à fait. En fait, vous retrouvez à peu près les mêmes informations que dans WJTX. Il faudra qu'on en rediscute, c'est un peu plus compliqué dans le cas des non-voyants, effectivement. Je m'étais penché, si tu te rappelles un peu là-dessus, à un moment donné, et puis c'est vrai que les outils que j'utilisais directement dans la page web pour les non-voyants, ou finalement, pour ceux qui voulaient écouter les informations qui tombaient en temps réel, on pouvait les annoncer de manière auditive. J'imagine que oui.
Alors, le WSPR, on ne l'a pas remis en place pour l'instant. En fait, on a un gros travail de fond suite à des changements. À la base, on utilisait des Softrock, en fait. Et on est passé plus récemment sur des Red Pitaya. Donc, on a un gros travail de fond numérique à refaire. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un système de décodage Whisper FT8, c'est double. On va peut-être plus tard en rajouter, comme du PSK, du RTTY, etc. Donc concernant les bandes, alors actuellement on est sur du 2200 mètres, du 630 mètres, le 160, le 80, le 60, c'était plus parce qu'on pouvait le faire, mais on n'a pas réellement approfondi les choses dans ces bandes-là. Et puis le 6 mètres. Alors le 6 mètres et le 2222 mètres et le 630 mètres, en fait, il s'avère que, allez, on va pas se mentir, ça touche en fait un public qui va plus rentrer finalement dans la technique avec plus de passion. Le 160 mètres, le 160 mètres encore un peu, mais le 80 mètres et le 60 mètres, on l'avait pas. Donc nous on l'a mis en prévision de l'ouverture dans notre pays. Et le 80 mètres, c'était un peu pour faire une bande un peu plus commune finalement, pour que ceux que ça intéresse ou ceux qui trafiquent puissent effectivement, par exemple, se voir ou se décoder sur ces bandes-là, parce que finalement 80 mètres, il y a quand même pas mal de gens qui ont accès. On a rajouté aussi l'année dernière QO100. Alors ça, QO100, c'était intéressant parce que ça permettait aussi aux gens de... je ne sais pas s'il y a des gens qui font du trafic par satellite dans la salle. Et suivant en fait la zone géographique où vous êtes, vous recevez plus ou moins bien les informations. Ça permettait en fait de beaucoup regarder comment dire, le bruit avec lequel vous recevez dans cette zone géographique le satellite. Enfin le niveau. Le SNR en fait du relais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que le relais en fait en soi il a un bruit. Et ça, vous pouvez vraiment le mesurer, ce SNR-là. Pas forcément sur toutes les transmissions voix, etc. Je vous parle vraiment du bruit de fond du transmetteur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est comme on démarre sur une installation classique, forcément, on a des antennes. Donc, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, donc vous reconnaissez une Big Wheel 6 mètres. Vous avez une mini whip qui nous sert beaucoup en réception. Hein. C'est vraiment une antenne magnifique, malgré que ça paraît être quelque chose de très simple. Et bien sûr aussi la parabole de QO100. Ensuite, au niveau du récepteur, alors je vous en parlais à l'instant. Avant, on était sur des Softrock. On est passé maintenant sur des récepteurs Red Pitaya parce que ça nous fait un rapport aussi coût nombre de bandes qui est plus intéressant. Avec un Softrock, vous aviez une carte son, le Softrock, etc. à mettre en place. Ici, vous avez juste une communication réseau plus l'antenne branchée dessus. Et par contre, on travaille beaucoup plus en fait sur du calcul numérique derrière. Vous avez aussi une simple clé RTL, enfin une simple. Ça a quand même été pas mal retravaillé par le fabricant, Noelec. Moi, je vous la conseille si jamais, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais j'en ai testé un paquet. Je peux vous dire que celle-là, elle reste bien calée en fréquence, il n'y a pas beaucoup de dérives, elle est assez intéressante. Noelec. D'ailleurs, je crois en avoir vu sur des stands à l'extérieur. Et puis, au final, vous avez quoi? Vous avez un serveur. Voilà, alors ça, c'est juste une image, ça vous parle pas beaucoup. On va voir plus tard ce qu'il y a dedans. Mais finalement, du traitement, quand vous le remplacez par l'électronique, le traitement finalement numérique, il prend quand même pas mal de ressources hein, en termes de performance. Pour vous donner un ordre d'idée, là sur le serveur qu'on a actuellement, qui ressemble à ça d'ailleurs, on est à 24 cœurs de 3 Go 5 qui tourne à 80% en permanence. Après, on est sur un travail d'optimisation, mais là, ça veut dire reprendre concrètement des codes. Alors, je ne vais pas vous mentir. Hein. Tous les codes et tous les outils, on a commencé à les faire dialoguer ensemble. Et pour optimiser les choses, on est obligé de reprendre en fait les codes des gens qui ont développé ce genre de choses. Parce qu'on s'est aperçu que, par exemple, pour ceux qui connaissent GNU Radio, le Red Pitaya, on passe par GNU Radio, qui est déjà du Python, qui est moyennement optimisé, on va dire. On est en train de réécrire le code en C. On a quand même gagné sur les 24 cœurs à 3 GHz et demi, on a gagné quasiment 2 cœurs. Donc c'est pas si mal juste par la translation des paquets qui passent du Red Pitaya dans le système. Donc je vous en parlais à l'instant. Donc on a une partie GNU Radio.
On a aussi justement pallié une partie des performances de GNU Radio avec des outils comme CSDR. Alors pour ceux qui veulent s'amuser en ligne de commande à faire des pipes sur des cartes son virtuelles Linux, moi je vous le recommande parce que c'est un outil qui est très performant en termes de performance. Par contre, il est vraiment pas commode à utiliser, hein. Vous avez les lignes de commande à rallonge. Alors pour ceux qui connaissent pas les pipes, en fait, c'est-à-dire que vous prenez une entrée à un moment donné qui va être une carte son, et ce qui va sortir du logiciel, vous allez le faire rentrer soit dans un autre logiciel, soit dans le même logiciel, hein. Ça permet de chaîner en fait des lignes de commande. Et donc là, vous allez faire un certain nombre de chaînes de lignes de commande à l'aide de ces outils. Et ça va vous faire vraiment des calculs très performants sur ce qu'on pourrait appeler du DSP en fait. Alors, et puis au final, vous avez le logiciel WebSDR, donc c'est aussi un process que vous exécutez finalement, et qui a été écrit par PA3 FWM. Peter, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui naviguent un peu dans le WebSDR? C'est-à-dire qui vont en consulter de manière plus ou moins récurrente? Ouais. Ok. Donc le premier WebSDR que vous avez dans la liste sur websdr.org, c'est lui qui l'a écrit. Alors lui, il a une version un peu particulière, c'est-à-dire que lui, il avait redéveloppé sur des cartes FPGA, propre à lui et propre à son WebSDR. Alors vous allez me dire, ok, on aurait pu le recoder nous-mêmes. Bon, ça pourrait se faire. Pour l'instant, c'était pas dans l'ordre des choses. Ça nous permettait aussi de continuer à être dans cette communauté WebSDR. Donc du coup ensuite, je vous parlais des logiciels de décodage, hein. Vous connaissez peut-être CW Skimmer ou WJTX. Alors vous les voyez là en image, nous on les utilise plus le côté ligne de commande. Alors ceux qui ont gratouillé un peu sur WJTX, pardon, vous avez vu peut-être dans les sous-dossiers, il y a un software, un exécutable qui s'appelle JT9. Et en fait, nous on va s'amuser avec des scripts à enregistrer directement des portions audio et on va les traiter directement avec les outils pareils en ligne de commande. CW Skimmer, lui, par contre, on le fait tourner, c'est un peu particulier parce que le logiciel, en fait, il n'est pas open source. Donc, du coup, je me rappelle plus, j'en ai parlé un peu plus loin de l'éditeur dans les remerciements de ce logiciel-là, je me rappelle plus de son indicatif. Mais quoi qu'il en soit, il était super sympa de nous filer une clé, donc du coup on l'a laissé tourner comme ça. Et les infos, en fait, on les renvoie dans les telnets ou directement sur des beacons, sur des réseaux de beacons. Alors, du coup, ici vous voyez grosso modo le récapitulatif de toute la chaîne. Tiens, je m'aperçois que l'image est un peu coupée, c'est pas grave. Donc du coup, vous voyez vraiment le flux que vous pouvez avoir, hein, c'est-à-dire antenne, Redpitaya, et vous avez le serveur. À l'intérieur, vous avez ici les deux modèles GNU Radio, plus quelques traitements de GNU Radio. Voilà. Et puis ensuite, on l'a représenté comme ça, au niveau des softs, et puis vous avez les WebSDR. Sachant que dans un WebSDR classique, vous pouvez envoyer que cette bande, alors QO100, on l'a mis sur un serveur à part. Pas un serveur physique, mais un serveur, un process exécutable à part. C'était aussi une petite gymnastique. Alors, toute la chaîne, elle est représentée comme ça. Alors ça, c'est juste un récapitulatif rapide, hein. Vous avez ADC, FPGA, les choses classiques que vous retrouvez, en fait, finalement, dans une chaîne de traitement en numérique et full numérique. Alors, comment est-ce qu'on fait? Donc, du coup, on passe de l'antenne, on va dans des convertisseurs analogiques. Voilà. Ensuite, vous avez des convertisseurs analogiques avec les fréquences d'échantillonnage, etc. Ils sont totalement synchrones avec les FPGA. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en fait cette quantification au niveau des ADC, et puis on va les retraiter dans le FPGA. Alors le FPGA, ça va nous permettre de découper justement les 30 MHz. Alors, ça, je vous l'ai peut-être pas dit avant, mais un Redpitaya, ça prend d'un coup, ça peut échantillonner 30... allez, quasiment 60 MHz de bande passante. La clock à l'heure actuelle, elle est à 125 pour l'échantillonnage. En 12 bits, malheureusement, dans ce modèle, on a un modèle aussi, le prochain modèle en 14 bits avec les 122 MHz qui sont en cours de préparation. Mais c'était juste pour vous dire que finalement, en fait, l'échantillonnage, on va tout faire dans un premier temps dans le FPGA, parce qu'un FPGA, c'est quand même un poil plus performant que tout retraiter en numérique avec un PC. Et donc, on va passer par... voilà, donc là... Le traitement, il est envoyé directement dans une mémoire RAM qui est partagée.
toujours de manière synchrone. Et vous avez ensuite ces informations-là, finalement, qui sont envoyées dans un serveur qui tourne dans la partie ARM du Red Pitaya. C'est-à-dire, c'est à peu près l'équivalent en fait, d'un Raspberry Pi pour ceux qui connaissent. Et donc du coup, on a ce software-là qui, toujours de manière synchrone, prend les infos de la RAM et les renvoie. Les transforme d'abord, alors là vous voyez pas bien le protocole, il y a un protocole d'émulation qui s'appelle Hermès Métis qui nous permet de faire transiter en fait toutes ces informations de manière cohérente sur un réseau. Et donc du coup on voit la couche, c'est-à-dire que à ce niveau-là, on a vraiment l'échantillonnage, le traitement direct sur la carte. Ensuite, on va le packager dans un protocole sur lequel on va pouvoir faire transiter ça sur un réseau informatique, parce que ça a une bonne bande passante, bien meilleure que finalement de l'USB. Après la couche transport, couche IP, tout ça, c'est juste pour faire transiter ça correctement sur un réseau informatique. Et puis, on a de l'autre côté, au niveau du serveur, la décompilation inverse. C'est-à-dire qu'on va reprendre couche réseau, etc., pour en ressortir nos données. Ce que je ne vous avais pas précisé avant, c'était le software qu'il y a dans la partie ARM du Red Pitaya. En fait, elle tronçonne ça en IQ de 384 kHz. Et alors malheureusement, vu que le protocole Hermès Métis il est basé sur du 16 ou 24 bits, du coup on est obligé de le packager en 16 bits. Nous on est en 12, échantillonnement ADC, donc on va dire 10 en résolution. Alors la dynamique elle n'est pas terrible, mais bon. On a quand même des performances pas si mal finalement. Donc on a la désencapsulation du protocole Hermès Métis, et puis après qu'est-ce qu'on fait pour être un peu plus standard, finalement en fait on va les envoyer dans des cartes son virtuelles. Alors pour ceux qui connaissent les cartes son avec du Softrock, de l'IQ, vous êtes peut-être un peu habitués à ça. Je ne vais pas vous faire un cours sur ce que c'est de l'IQ aujourd'hui, mais acceptez juste qu'avec ça, en fait, on arrive à reconstituer finalement une largeur de bande de l'échantillonnage avec la vitesse d'échantillonnage à la base. C'est-à-dire, si vous avez un échantillonnage à 192 kHz par exemple, d'habitude on devrait récupérer qu'un spectre à 96 kHz. Et il s'avère que là, on est déjà sur du 384 kHz, mais vu qu'on est en IQ déphasé sur 90 degrés, du coup on arrive à reconstituer quand même ces 384 kHz. C'est vraiment intéressant. Et donc du coup, de là, c'est ce que je vous disais avant, avec le logiciel CSDR, en fait, on va retraiter encore une fois ça. On a de nouveau une partie de traitement du signal pour améliorer certaines choses, de l'AGC, etc. On va renvoyer ça dans des cartes son virtuelles. Et puis au final, on va ressortir ça de nouveau dans des logiciels. WebSDR, WJTX, etc. Bon, je ne vous ai pas fait tout le détail du script. Comme dit, si vous voulez des informations plus précise après, il n'y a pas de souci, je peux tout vous expliquer. Et puis, voilà, donc du coup, on renvoie aussi dans WebSDR. Alors, concrètement aussi, un petit focus sur la page HTML de WebSDR qui a été développée par Peter. Je vous parlais avant des options que vous pouvez utiliser, le déplacement en fréquence, etc., déplacer le curseur, zoomer. Alors tout ça, ça transite par ce qu'on appelle des WebSockets. Alors pour ceux qui ont fait un peu de programmation, les sockets réseau, c'est pour discuter via Internet. Grosso modo, c'est un tuyau, quoi. Donc dedans, on va envoyer, on va dire par exemple, zoom plus, zoom moins, etc. Dans un deuxième temps, vous avez le canvas. Alors, ce qu'on appelle un canvas, en fait, c'est comme une image où vous pouvez modifier en gros les pixels dedans. Vous pouvez générer un certain nombre de choses, de couleurs. En gros, c'est une image qu'on peut modeler en temps réel. Voilà. Et donc du coup, là, le serveur, lui, va vous renvoyer au fur et à mesure pour remplir le canvas avec le spectre qu'il aura émis, qu'il aura calculé au niveau du serveur. Et puis bien sûr, vous avez aussi le streaming audio, d'où est placé le curseur, avec le mode de décodage que vous aurez choisi. Donc tout ça aussi, ça c'est des protocoles standards Internet. Alors, il y avait aussi la partie effectivement un peu plus impactante au niveau géographique, je dirais. Alors vous avez la localisation, je vous ai dit Strasbourg avant. Donc Batima exactement, c'est à Lingolsheim. Donc ça comporte un certain nombre de contraintes aussi au niveau du brouillage, etc. Pardon, etc. Mais ça a une portée aussi qui est beaucoup plus importante, qui est finalement le monde entier.
Parce que là, l'image que je vous ai sortie là, donc je l'ai marquée, c'était entre le 15 décembre et le 6 janvier 2020. Entre le 15 décembre et le 6 janvier 2020, en fait, on couvre quasiment l'Est des États-Unis, l'Antarctique. Il me semblait que j'avais vu la semaine dernière le Groenland, il y a le Pacifique, etc. Vous avez les Japonais, l'Australie. Donc il y a vraiment une couverture qui est... Alors sur quelle bande? Ça c'est ce qui est intéressant. Alors c'est vrai que finalement le 80 mètres, on va pas se mentir, ça nous remplit quand même pas mal les poches. Par contre, en 160 mètres, on est sur une couverture qui est plus localisée euh, Europe de toute façon, ça c'est sûr. On a fait l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, on a fait les États-Unis. Voilà. Donc en Whisper, on a quand même décodé pas mal de choses. Et finalement, on peut se demander effectivement pourquoi et pour qui ça a été fait. Alors, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a des radioamateurs. Moi, je vois beaucoup de radioamateurs japonais, russes, qui bizarrement en fait aiment bien s'écouter. C'est-à-dire qu'ils viennent sur notre web SDR et puis ils vont au fur et à mesure voir leur propagation à eux sur notre zone géographique. Alors, je ne sais pas pourquoi les Japonais et les Russes. Il y a quelques Américains aussi, mais eux, ils sont plus friands de, je dirais, de la chasse. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup se déplacer, regarder ce qu'il y a à gauche et à droite. Je pense que c'est plus pour les contacts. Effectivement, après, derrière, il y a tout un tas de gens, de radioamateurs qui font des statistiques sur le décodage. On y participe aussi grâce au FT8 et au Whisper, les Beacons, etc. Il y a beaucoup aussi d'OM locales, finalement, qui viennent dessus pour voir si les bandes sont ouvertes ou pas, et surtout lesquelles, avant d'allumer leur station. Alors c'est peut-être un peu dommage, vous allez me dire, mais bon, ça permet des fois justement de les accrocher un peu plus rapidement aussi. Alors vous avez les SWL, par exemple nous au QSO de section, qu'on a sur le 6 mètres le dimanche matin. Il y a pas mal de SWL qui viennent pour écouter justement le QSO de section, alors parce qu'ils sont peut-être mal placés, ou des fois parce que mal placés géographiquement par rapport à notre zone. Il y a des gens même du sud qui viennent écouter le QSO de section du dimanche matin. Et c'est aussi parce que au niveau local, on est bien placé géographiquement, mais c'est vrai qu'on a aussi une bonne qualité quand même via tout ce système-là. Et puis, à ma grande surprise, en fait, moi qui travaille à l'université de Strasbourg, et en dialoguant un peu avec les enseignants, je me suis aperçu qu'il y en avait certains qui allaient, alors pas forcément sur une autre à la base, mais qui allaient sur la communauté WebSDR pour faire une petite initiation, en fait. Qu'est-ce que c'est un spectre au niveau des étudiants, quoi? Qu'est-ce que c'est de la radio, etc. Qu'est-ce que c'est un signal radiofréquence? Alors, j'étais un peu étonné, mais ça m'a surpris. Et il s'avère qu'ils étaient aussi passés sur celui de Lingolsheim, vu que géographiquement on est à côté. Alors sinon, voilà quelques chiffres. Alors que moi, là, c'est aussi une partie où j'étais bluffé parce que je pensais pas que ça avait autant de portée. Alors jusqu'en 2019, on est à peu près à 75 personnes par jour identifiées. Alors, je peux vous le dire, moi je le fais avec Google Analytics. Ça permet de dire quand même derrière, avec du suivi de cookies, etc., que bon, après, si 5 personnes ont 5 PC, 5 navigateurs différents, effectivement, moi je vais voir 5 personnes. Mais c'est pas la grande majorité des gens. Donc on peut quand même s'y fier plus ou moins et dire, là on est plutôt sur des stats à 75 personnes par jour, ce qui pour moi est quand même pas mal. Depuis 2019, pardon, où on a rajouté QO100, on est quasiment passé à 125. C'est quand même relativement pas mal. Ça nous permet aussi, nous on fait rien payer, etc. Donc ça nous permet aussi de vouloir continuer à fournir derrière ce service, quoi. De le développer, de l'améliorer, etc. Tu permets juste que je termine. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai vraiment plus pour longtemps. Au niveau des utilisateurs, en 2019, donc on était à 19 519 personnes. 97 000 pages vues avec une durée moyenne par page de 2 minutes. En gros, ça nous indique que les gens viennent, ils vont voir un signal, ils vont un peu se déplacer, etc. Et puis ils vont passer sur une autre page, voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment... si vous faites le calcul, je l'avais refait, je ne l'ai pas mis là, mais en gros, ça veut dire que les gens, ils ont quand même tendance à naviguer sur plusieurs pages en même temps. Alors ce qui était intéressant aussi de voir, c'était qu'il y en a vraiment qui passaient des fois des demi-journées dessus. Moi j'en ai vu quand je faisais du développement à ce moment-là, je regardais un peu ce qu'il y avait dessus. Il y a des gens réellement qui passent des demi-journées dessus
on m'a dit à un moment donné, enfin il y en a un qui m'a répondu, qui m'a dit qu'il pouvait mesurer le bruit de fond en permanence et le comparer. Il m'avait pas donné plus d'explications, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une piste, hein, mesurer le bruit de fond au niveau mondial. Il y a certainement des choses à faire avec ça. Et donc du coup, bah, là, on a plus des stats au niveau des pays. Donc bon, bah, on voit grosso modo que la moitié, c'est des Français, ce qui est un peu normal. Hein, quand on va sur la page web SDR, qu'on voit un F devant, quand même pas mal qui sont intéressés. Finalement, en deuxième, on a les États-Unis. Troisième, les Allemands. Après, suit la Russe, les Belges, etc. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, j'en arrive quand même aux remerciements parce que ce projet-là, c'était pas que moi. Il y avait un certain nombre de gens qui ont quand même beaucoup participé. Et donc, je voulais remercier bah, déjà toutes les communautés Linux parce que finalement, ça tourne là-dessus et c'est assez génial parce que les communautés Linux, elles sont ouvertes. On peut dialoguer avec les gens qui font les logiciels et ils nous aident. Alors ça, c'est magnifique, hein. Donc, on peut parler de WGTX, tout ce qui était ALSA pour les cartes son, comme je vous l'avais dit avant. Les gens qui ont développé sur le Red Pitaya, voilà. Vous avez Pavel Demine, voilà. Donc c'est lui qui a développé toute la partie Red Pitaya. Vous avez pu voir aussi chez les Funkamateurs qui ont développé un SDR, hein, il en a fait partie aussi. Vous avez Bernard, l'organisateur, un des deux organisateurs du salon. Vous avez bah, FKTL double qui est juste là encore une fois. VE3VNA pour ses W Skimmer. Bah, Peter pour le logiciel web SDR, F5RCT qui est peut-être pas là, qui nous a filé pas mal de coups de main en électronique, F6KQV pour le financement du Red Pitaya, F4AVI qui était juste avant là, qui nous a aussi donné un peu de fourniture, etc. F6IRS également pour la Wellbrook à l'époque, si tu te rappelles. Bah, tu nous avais prêté la Wellbrook quand on avait fait des tests sur le 2200 mètres. Ah bah oui, il fallait l'avoir, hein. Ça marchait pas mal, mais c'était un peu trop directif pour nous. F8Z double et F4 HLF, bah, deux chez Batima, chez qui on est hébergé. Voilà, voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a au moins un peu plu, au moins intéressé, que ça vous a apporté quelques informations. Si vous voulez des détails techniques, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser vos questions. Il y a un OM non-voyant de la région de Dijon qui m'a demandé quelles sont les limites de bande, parce que je ne les ai pas trouvées sur le site. Peut-être que j'arrive pas à accéder à l'information. Surtout pour la bande VLF, maintenant ça descend jusqu'à combien? Alors, il s'avère qu'à l'heure actuelle, vous allez sur le web SDR, vous allez me dire, ok, en fait, la fréquence, elle n'est pas calée, on voit pas foncièrement tout. Bah oui, avec 384 kHz, on fait pas des bandes entières non plus, sauf dans les LF. Donc, comme je le disais, en fait, on a calé les milieux des récepteurs sur les fréquences Whisper. Ça nous permet d'économiser un certain nombre de traitements, notamment du X-Lighting, de la translation en fréquence, et puis un certain nombre de FIR filters derrière qui sont assez gourmands en process. Donc, du coup, on est vraiment calé sur les fréquences Whisper. Avec donc une largeur de bande de 384 kHz. Donc on reçoit à l'heure actuelle toute la LF, parce que bon, du bas de la bande LF, alors 2200 mètres jusqu'aux 630 mètres, en fait on arrive à caser les deux dans 384 kHz. Après on fait quand même un peu de process pour ramener ça, de toute façon on l'utilise en audio pour le décodage, donc on a ramené ça, en fait c'est les deux waterfalls que vous verrez dans cette même page dédiée au LF, qui sont calés eux sur le 2200 mètres, le 630 mètres. Vous avez après le 80 mètres, le 60 mètres, le 6 mètres, Oscar 100. Voilà. Donc généralement on est plus calé aussi en bas de bande, c'était un choix à l'époque que moi je continue toujours à appliquer, de mon prédécesseur F6 BZG. C'était plus intéressant aussi pour le décodage C-double qui se passe en bas de bande. Mais tu peux me donner du chiffre exact auquel ça Ah non, je les ai en pas bas? en tête. Je les ai pas C'est du ça qu'il tout me en tête. demandait, le gars. Ah ben je te les communiquerai si tu veux, Oui. mais là tout de Et suite. alors, ce qu'il avait remarqué, c'est que quand il continuait à tourner, nous on utilise le clavier, hein, Oui. eh ben, il tombait sur des chiffres négatifs, alors il ne comprenait pas. Ah ben ça à un moment donné c'est quand tu es effectivement hors Mais bande. ça ne correspond à rien sur le Ça ne correspond à rien. D'accord, ok. C'est vrai que c'est un outil finalement qui est très visuel. Et bah, malheureusement pour vous, c'est vrai que c'est Bah, difficile nous, on utilise de. la partie audio, Voilà. mais bon, ça marche déjà bien. Il y a une chose qui est un petit peu dommage,
quand on rentre sur le site, il demande si on veut le clavier ou pas. Donc nous on dit oui. Ouais. Mais dès qu'on sort, ça l'enlève. Est-ce qu'on ne pourrait pas garder ce réglage? Pour ces détails techniques, pour tout ce qui est non-voyant, on pourra le revoir effectivement, hein, On mais gagnerait au fait de ne pas avoir à le redemander chaque fois, quoi. pourquoi pas? Il y a des sites où c'est une fois qu'il a numérisé pour un OM, puisqu'on tape l'indicatif, il le garde. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, je vois que vous êtes plus timide que moi, ça m'arrange. Oui, est-ce que le SAC est prévu dans la bande SAQ, le 17,2? Le 17,2, il est pour l'instant pas prévu. D'accord. Ça va venir, en fait, je vais vous expliquer rapidement sur les bandes basses, les 2200 avec le 630 mètres. On va en fait repasser sur des soft rock. Alors vous allez me dire pourquoi ce revirement de situation de dernière minute. Finalement, en fait, on s'est aperçu que la dynamique et avec les fortes puissances qui sont émises sur ces bandes-là, on avait des problèmes de saturation. Avec de l'aliasing, etc. Donc du coup, on va repasser juste pour ces bandes-là sur du soft rock. Ça nous permet d'utiliser derrière en fait des cartes son 24 bits qui nous offrent finalement, on passe quasiment de 70 dB de dynamique à, sur certaines bonnes cartes, à quasiment 105, 110, voire 120 dB de dynamique, quoi. Et donc du coup, ça nous permet d'éviter ces saturations de récepteurs. Plus personne n'a de questions? Bon. C'est que tu as été très clair. Eh ben, en tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que je suis vraiment pas habitué à ce genre d'exercice et Non, mais c'était un peu stressant pour moi. bien débrouillé. Hein. Généralement, je suis plus celui qui est derrière le clavier qui tape des lignes de commande, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais Voilà. rassure-toi, c'était très bien. Ah bah, je vous remercie. J'ai l'habitude de parler en français.